Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a new fate. Any moment they'll replace me. Should've tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me. But your taste is so inviting. Should've tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working
working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a new fate. Any moment they'll replace me. Should have tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me. But your taste is so inviting. Should have tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you.
moment they'll replace me. Should have tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me, but your taste is so inviting. Should have tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Bienvenue au code de fiscalité. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se devrait arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lafontaine, je suis comptable, je travaille à Gestion privée Groupe Investeuse. Bonjour, Benjamin Lompré, fiscaliste chez le Ménage. Marc-Antoine Rey, je suis directeur régional du Groupe Investeuse ici. Jean Paquin, comptable agréé, gestion privée, Groupe Investeuse. Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous gagnez. Cette citation de Warren Buffett s'applique complètement à vous, Madame Grégoire. En effet, cette année, vous vous apprêtez à acquérir une entreprise de grande taille, puis la valeur qui va être générée par l'acquisition de cette entreprise-là, ça va bénéficier à toute votre petite famille. Donc, je nous présente Jessie Filion, Philippe Galarno et moi-même, Laurie Coulon, de Desharnais et Associés. On est ici aujourd'hui pour répondre au mandat que vous nous avez confié concernant la famille de Jessie Grégoire. Donc, le plan de la présentation va aller comme suit. On va faire une énumération des mandats. On va parler des problématiques qu'on a décelées tout au long de l'analyse du mandat. Puis aussi, on va y aller des recommandations plus globales et générales. Donc, les mandats pour aujourd'hui. Vous voulez savoir comment procéder à l'acquisition de la société PFM. On va aussi vous donner des solutions pour la financer, cette acquisition-là. Il y a aussi d'autres points fiscaux que vous voulez connaître concernant l'entreprise, que vous n'êtes pas sûr si c'est correct, comment ça se passe actuellement. Donc, on va élucider cette partie-là aussi. Puis, on a aussi décelé d'autres problèmes un peu plus personnels qu'on va élucider aussi. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Jessie. Non, les problématiques, excusez-moi. Les problématiques du mandat. Donc, les conséquences de l'acquisition de PFM. L'acquisition de PFM, comment on va la structurer. Le financement de l'acquisition. Les conséquences fiscales pour M. McShane, parce qu'on sait qu'à la disposition d'une entreprise, il y a plusieurs conséquences qui vont avec ça. Les points fiscaux pour PFM, puis les points personnels pour Jessie. Donc, commençons tout d'abord avec les conséquences de l'acquisition de PFM par vous, Mme Grégoire. Donc, présentement, vous souhaitez faire l'acquisition de 90% d'une société. Donc, ça implique, entre autres, le principe d'acquisition de contrôle. Donc, ici, on a énuméré finalement les principaux éléments qui se rapportaient à l'acquisition de contrôle. Tout d'abord, il y a une fin d'année réputée avant l'acquisition. Donc, étant donné que la fin de l'année financière est au 31 décembre, puis que présentement, on est au mois de janvier, donc il ne pourra pas y avoir la même date de fin d'année financière pour l'entreprise. Donc, ça va être à prendre en considération. Il va y avoir soit une année courte ou une autre date de fin d'année financière. Ensuite de ça, il y a des pertes en capital qui vont être perdues. Donc, présentement, la société a des pertes en capital. Il va y avoir quelques ajustements effectués dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ces pertes en capital-là. Les pertes en capital sont perdues. Il va y avoir quelques éléments effectués pour profiter de ces pertes-là. Ensuite de ça, il y a des pertes autres en capital. Ceux-là sont utilisables dans l'entreprise. Donc, il y a possibilité, entre autres, de réaliser un gain latent sur les immobilisations corporelles. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'en faisant une récupération d'amortissement sur les biens corporels, on peut aller absorber ces pertes autres en capital.
Par contre, si on ne fait pas ce choix-là et qu'on décide de reporter les pertes à des années subséquentes, ça va être à des années antérieures, pardon, ça va être à faire attention à l'impôt de la partie 4.3. Donc, comment ça fonctionne, c'est que l'entreprise présentement verse des dividendes déterminés. Donc, si ça va être à faire attention en fait au niveau du CRTG, il ne faut pas verser, si on utilise des pertes dans des années où le CRTG avait tout été utilisé, à ce moment-là, il va y avoir un impôt de la partie 4.3 qui va s'appliquer pour l'actionnaire. Donc, ça va être à prendre en considération dans les années qu'on veut reporter ces pertes autres qu'en capital-là. Ensuite de ça, les autres conséquences par rapport à l'acquisition de contrôle, il y a le déclenchement des gains en capital. Donc, comme je vous disais, présentement, il y a des gains en capital dans l'entreprise. Il y a des pertes en capital dans l'entreprise. Donc, il y a possibilité de réaliser des gains en capital sur les biens latents, sur les gains latents, en fait, ou en fait, lors de la stratégie qu'on va vous présenter, il va y avoir un transfert de placement. Donc, il y a possibilité, sinon, de réaliser un gain en capital sur ce placement-là afin d'absorber les pertes en capital. Ça va vous être expliqué plus tard par Philippe. Puis, sinon, donc, ça va être important, ça serait intéressant de vider le compte de dividendes en capital à l'actionnaire qui présentement, donc M. McShane, afin qu'il puisse profiter finalement de revenus exonérés d'impôts. Donc, il n'y aurait aucun impôt sur ces revenus-là. Donc, je passe la parole à Philippe pour les acquisitions. Donc, actuellement, M. McShane détient la totalité du capital action. Il désire se départir de 90% que Mme Grégoire, vous-même, allez acheter. Donc, actuellement, c'est la structure. Puisque la société, présentement, ne se qualifie pas à une SEPE pour la déduction pour gain en capital, il va d'abord falloir la purifier. Pour que la déduction pour gain en capital se prenne, il faut que la société soit admissible, donc le test du 90% au moment de la disposition, et le 50% pour les 24 mois qui ont précédé. Ce critère-là n'est pas respecté. Donc, pour la purifier, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que vous-même, vous allez rouler en vertu du paragraphe 85.1, 93% de vos actions que vous allez transférer dans une société de gestion. Attention, puisque vous êtes une personne, vous allez transiger ça en faveur d'une personne liée, c'est-à-dire la société, puis qu'immédiatement après la transaction, les deux sociétés vont être rattachées. L'article 84.1, s'applique. Donc, ça va être bien important de choisir une somme convenue à la valeur, en fait, du capital versé et du PBR pour éviter que vous payiez l'impôt dû à cette règle anti-détournement. Donc, vous-même, vous allez transférer vos actions, donc 93% dans une société de gestion, c'est l'étape A. Ensuite, PFM va transférer en vertu du même paragraphe les placements. Donc, on va choisir, on n'a pas le PBR exact parce qu'on avait des états financiers et on ne sait pas s'ils sont à la juste valeur ou au coût. On a pris une valeur médiane environ de 1,5 million pour reporter la totalité du gain en capital. C'est certain qu'on pourrait déclencher un petit gain en capital pour utiliser les pertes. Nous, on le fait environ pour donner un ordre de grandeur. Donc, après cette transaction-là, ensuite, les deux sociétés vont se racheter. Donc, les avances vont être annulées, puis il va y avoir des dividendes intercompagnies avec l'impôt. C'est certain qu'il va rester une quantité d'actions entre les deux, mais ça, c'est justement pour bien structurer la transaction. Par la suite, donc, vous-même, allez acheter les actions. Donc, vous allez acheter le 7% restant que M. McShane détient pour utiliser la déduction pour gain en capital. Donc, encore là, ici, les montants sont approximatifs, mais ça permettrait de récupérer la totalité, en fait, d'utiliser la totalité de la déduction pour gain en capital. Puis la différence va rester dans la compagnie. Donc oui, la compagnie paye un taux très élevé sur le gain en capital parce que c'est un revenu de placement, mais puisque vous-même, sinon il y aurait l'impôt minimum de remplacement sur les prochaines années qui serait très important, vous auriez un gain en capital d'environ 9 millions. On laisse ce gain en capital-là dans la société qui va pouvoir ensuite vous la verser sous forme de CDC, puis vous allez pouvoir en faire récupérer aussi les MRTD lorsque vous allez vous verser des dividendes dans la suite. C'est bien important. Nous, ici, on a pris l'hypothèse d'une juste valeur de 10 millions. Donc, actuellement, une juste valeur de 13. On enlève les placements, on tombe environ on tombe à 11-12 millions. Puis ensuite, on prend pour acquis, vous gardez 10, donc environ un prix de 10 millions. C'est certain que si vous la faites évaluer ensuite sur une base caractéristique des résultats ou d'une autre façon, le prix peut varier. On vous recommande en même temps d'inclure une clause de rajustement de prix si ultérieurement l'ARC conteste le prix que vous avez choisi. Comme j'ai dit, il va y avoir l'impôt minimum de remplacement, mais encore là, on a quelques petites solutions pour minimiser
cet inconvénient. Ensuite, donc après la transaction, c'est ce qu'il va avoir. Donc, la compagnie de gestion qu'on va avoir créée pour l'acheteur, pour le vendeur, pardon, M. McShane, elle va devenir le 10% qu'on lui a laissé. Puis là, ici, nous, je vais vous présenter la fiducie de votre compagnie de gestion. Ça va être pour financer, en fait, l'autre partie. Donc, on n'a pas mis de pourcentage, mais au total, vous, à travers vos structures légales, vous allez détenir le 90% restant. Donc, si on continue. Donc, en faisant ça ici, il va falloir créer la fiducie. Donc, vous allez trouver votre constituant. Puisque votre mère vous a elle-même dit qu'elle allait vous donner de l'argent, elle pourrait elle-même créer la fiducie en amenant un lingot d'or, par exemple. C'est important que, vu que ça va être votre mère, pour éviter l'application du paragraphe 75.12, il va falloir mettre toutes les mises en place pour s'assurer qu'il n'y ait aucune façon future qu'elle va pouvoir bénéficier de la fiducie si vous décédez, par exemple. Donc, un mur infranchissable entre la fiducie et la constituante, si c'est votre mère, un ami ou un avocat ou une personne bonne pour ça. Vos bénéficiaires, donc vous-même, votre conjoint, vos enfants, on vous recommande même de mettre la société de gestion qu'on va créer pour pouvoir purifier votre compagnie. Donc, une autre façon, en fait, pour garder votre compagnie admissible à la déduction pour gain capital futur, vous avez mentionné que vous n'avez pas de relève. Donc, si les enfants ne la veulent pas, puis que vous, plus tard, vous la vendez, vous allez pouvoir multiplier votre déduction pour gain capital au moment de la vente future de l'entreprise. La société de gestion va servir, comme je vous disais, à purifier la compagnie. Donc, dès qu'elle va accumuler des bénéfices, plutôt que de les placer dans PFM, vous allez pouvoir les placer dans Gestion J. Donc, en fait, ça va être la compagnie de gestion qu'on suppose que vous pourriez créer. Et ensuite, tous les revenus de vos deux compagnies vont pouvoir être envoyés dans la fiducie, puis vous allez pouvoir fractionner votre revenu avec vos enfants lorsqu'ils seront majeurs pour éviter l'application de l'acquittement taxe, l'impôt sur le revenu fractionné des sociétés privées. Puis, vous allez pouvoir fractionner avec votre conjoint de façon discrétionnaire, car tous les bénéficiaires sont réputés détenir entre 0 et 100% sur une base annuelle. Donc, les fiduciaires choisiront avec vous, évidemment, de comment vous allez décider de fractionner ensuite le revenu. Donc, ensuite, je vais laisser Jessie continuer. Donc, si on continue maintenant avec le financement de l'entreprise. Il y avait quelques possibilités intéressantes pour vous afin de faire l'acquisition de cette entreprise-là. Donc, premièrement, il y avait votre mère qui vous offrait la possibilité de vous financer une partie de l'acquisition. Donc, en réalité, il y avait possibilité, entre autres, d'un prêt par la mère. Il n'y a pas réellement d'intérêts qui sont obligatoires, étant donné que c'est dans le but de générer des revenus actifs dans une entreprise. Ensuite de ça, il y a possibilité aussi, la mère disait, de faire un don, donc à hauteur de 20%. L'argent qui va être investi par la mère, c'était 80% sous forme de prêt, 20% sous forme de don. Donc, c'était la possibilité qu'il y avait présentement. Donc, selon l'article 74.4, en réalité, le don ne serait pas imposable. Pardon, c'est l'article qui vient faire les attributions de revenus en réalité. Donc, étant donné que la mère fait un don à sa fille pour que la fille puisse investir dans une compagnie, et c'est pour générer des revenus actifs, à ce moment-là, il n'y a pas de règle d'attribution, donc les revenus qui seraient générés ne seraient pas imposables par la mère, mais bien par la fille. Donc, c'est ça qu'on voulait venir spécifier. Ensuite de ça, nous, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y avait une possibilité que la mère achète des actions directement de la compagnie. Donc, ça permettrait finalement à Jessie de payer moins cher la compagnie, étant donné qu'il y a une partie qui serait possédée par la mère. Donc, si c'est la possibilité qui est retenue, il faut faire le choix de l'article 256.2 qui vient en fait faire en sorte que les sociétés sont considérées non associées pour le partage des plafonds des affaires. Donc, à ce moment-là, ça serait vraiment un choix qui serait important à effectuer si jamais la mère veut détenir des actions de la compagnie. Puis aussi, il y a le CDC donc, qui serait intéressant. En réalité, la mère présentement a une compagnie avec un CDC dedans. Donc, il y a possibilité qu'elle retire son CDC pour pouvoir soit justement le faire sous forme de prêt ou de don à Jessie pour pouvoir financer cette entreprise-là. Puis pour le reste du financement, donc il y a plusieurs autres possibilités. On peut différer le paiement d'acquisition. Donc, c'est en réalité de payer le dû à M. McShane sur plusieurs années, ce qui permet en réalité d'échelonner les paiements. Puis pour M. McShane, ce qui est important, c'est que le gain capital va devoir être réalisé sur une période de 5 ans. Donc, c'est le maximum reportable pour
ce qui est du gain en capital. Ensuite de ça, il y a possibilité de prendre une hypothèque additionnelle sur la maison de Jessie. Donc, on voyait sur la maison, en réalité, il y avait déjà une partie de l'hypothèque qui avait été payée. Si c'est nécessaire, ça peut être une possibilité de réhypothéquer la partie qui est déjà remboursée pour faire l'acquisition de l'entreprise. Il y a aussi des actifs présentement qui ne sont pas mis en garantie par la compagnie. Donc, exemple, il y avait un bâtiment qui avait beaucoup de valeur. Il y a possibilité par conséquent de prendre un prêt commercial, la dernière recommandation qu'on privilégie. Puis, il y a possibilité à ce moment-là de mettre l'immeuble en garantie contre ce prêt-là. Okay. Ensuite de ça, les conséquences fiscales pour M. Mitchell. Donc, il y a l'utilisation de la déduction pour gain en capital. Donc, en réalité, comme je vais vous l'expliquer, la structure qu'on vous proposait, présentement, il y a un gain en capital qui serait réalisé personnellement par M. Mitchell. Donc, ça serait d'utiliser la déduction pour gain en capital afin de ne pas payer d'impôt sur cette partie-là, ou de payer seulement l'impôt minimum de remplacement. Mais la solution qu'on vous proposait finalement d'échelonner les paiements sur 5 ans, ça permettrait de réduire cet impôt minimum de remplacement-là. Ensuite de ça, il y a l'allocation pour retraite. M. Mitchell, depuis 1991, qui travaille pour cette entreprise-là, donc ça pourrait être intéressant pour lui, à ce moment-là, d'utiliser, il y a possibilité d'avoir 1 500 $ par année entre 91 et 96 de cotisation qui ne toucherait pas au REER. Donc, on peut cotiser au REER sans toucher à nos cotisations inutilisées. Ensuite de ça, M. Mitchell, présentement, fait des investissements à la bourse, c'est son nouveau passe-temps. Donc, il y aurait un choix à faire, dépendamment si on garde l'argent dans la compagnie de gestion ou personnellement. Il y a deux possibilités. Si on passe par la compagnie de gestion à ce moment-là, les gains qui seraient réalisés, il y aurait une partie qui serait non imposable, donc en vertu des CDC. Si on passe personnellement, à ce moment-là, si on retire l'argent personnellement pour faire ces placements-là, à ce moment-là, il faut faire le choix du day trader, qui est de faire un choix qui permet finalement que les revenus qui seraient générés par ces day trading-là seraient du gain en capital. Ensuite de ça, il y avait quelques éléments qui devaient être vérifiés dans la compagnie avant de faire l'acquisition. Entre autres, les frais de voyage. Vous aviez des questions relativement aux frais de voyage qui étaient effectués par l'entreprise. Donc, présentement, en fait, ce qui est important pour les frais de voyage, c'est que si c'est des chantiers particuliers ou des chantiers éloignés, ce sont des dépenses qui sont déductibles à 100% par l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, c'est à 50%. Donc, à ce moment-là, ça sera vérifié si les critères sont respectés. Puis, dépendamment de la situation, là, à ce moment-là, oui, peut-être que les dépenses pourraient être admissibles à 100%. Puis, pour ce qui est des repas mensuels, je vous expliquer qu'il y avait un repas mensuel par mois, donc pour une totalité de 12 repas mensuels dans l'année. À ce moment-là, il y a seulement 6 repas qui sont déductibles à 100%. Les 6 autres vont être déductibles seulement à 50%. Donc, ce qu'on vous conseille, comme Philippe vous le conseillait en réalité, c'est en faisant on peut mettre une clause dans le contrat qui fait en sorte que l'ancien propriétaire peut être responsable pendant une certaine période de temps des anciennes erreurs fiscales. Donc ça serait une possibilité qu'on vous conseille avant de faire l'acquisition. Sinon, si ce n'est pas possible et que l'actionnaire actuel ne veut pas faire cette clause-là, à ce moment-là, ça serait peut-être de passer par un programme de divulgation volontaire afin d'éviter toutes les pénalités. Ensuite de ça, il y avait des cours qui étaient offerts aux employés. Donc, ce qui est important en réalité pour savoir s'ils sont déductibles ou non, c'est de vérifier si c'est profitable plus pour l'employé ou pour l'employeur. Donc, si c'est un cours qui est nécessaire à l'emploi, puis que l'employeur bénéficie grandement de cette formation-là, à ce moment-là, ça serait déductible à 100%. Si ce n'est pas le cas, puis ça serait non imposable pour l'employé, en fait. Si ce n'est pas le cas, c'est plus profitable pour l'employé. Ce serait déductible pour la compagnie, mais ça serait imposable par l'employé. Donc, ça serait à vérifier, dépendamment de quelle formation qui est effectuée par les employés. Ensuite de ça, il y avait le véhicule aussi pour le chef de la production. On a calculé finalement un droit d'usage de 3 240 $ puis des frais de fonctionnement de 1 620 $. Donc ça, à ce qu'on a pu comprendre, ça n'avait pas été pris en considération. Donc ça, c'est un avantage imposable à ce moment-là pour le chef de direction. Donc ça va être à prendre en considération au moins dans les prochaines années. Puis, on voyait dans les états financiers qu'il y avait de la dépréciation.
La dépréciation au niveau fiscal n'est pas déductible, ça serait vérifier est-ce que ça a été déduit ou c'est seulement au niveau comptable que ça a été spécifié. Donc il va falloir vérifier à ce niveau-là qu'est-ce qui était fait. Puis, vous nous parliez aussi que, présentement, vous avez mis, les employés étaient intéressés, puis avaient beaucoup d'avantages à travailler chez vous. Nous, on considère que c'est important, puis qu'il faut continuer dans cette ligne-là pour garder l'expertise des employés, puis une bonne rétention. À ce moment-là, il y a plusieurs autres éléments aussi au lieu des bonus là, qui peuvent être intéressants pour les employés. Donc, comme le régime de participation différée aux bénéfices, sinon, on peut payer les dépenses des employés comme les cellulaires, ça va être de calculer à ce moment-là les avantages imposables. Puis, il y a un immeuble que vous aviez qui avait pris beaucoup de valeur. Ça serait de vérifier en réalité dans les états au niveau fiscal qu'est-ce qui est fait. Parce que, étant donné que c'est utilisé pour la production, si c'est utilisé pour plus que 90% des fins de production à ce moment-là, ça s'applique, il y a 10% qui est admissible à la DPA au lieu de 4%. Donc, on va y aller avec les points personnels pour Jessie. Actuellement, elle a un portefeuille boursier qui est à perte, donc elle génère plus de pertes que de revenus. Donc, on suggère de liquider ce portefeuille-là. Puis, en même temps, ça donnerait des liquidités disponibles pour Jessie pour faire l'acquisition de l'entreprise. Puis aussi, Jessie est vraiment impliquée auprès de ses enfants. Elle veut qu'ils réussissent bien à l'école. Donc, il y aurait la possibilité de faire des raies auprès de ses 3 enfants. On vous suggère de faire 5 000 $ pour les enfants plus âgés, puisque le régime arrête à 18 ans. Puis, on vous suggère aussi de faire 2 500 $ pour la petite qui a 3 ans. Le salaire de Nick aussi, il y a 3 possibilités. Soit d'y aller par un salaire, des dividendes ou les fiducies. La fiducie, ça fait en sorte qu'il serait bénéficiaire des revenus de la société. Le salaire, il y a possibilité de cotiser au REER, d'avoir le régime d'assurance parentale. Puis, on vous suggère vraiment le salaire et les fiducies. Puis, nos recommandations, c'est vraiment d'acquérir avec la compagnie de gestion. Puis, la présentation est terminée. Merci. Est-ce que tu peux juste me resynthétiser un petit peu, là, grosso modo, les quelques 9 millions là, financement d'entreprise, où est-ce que ces sommes-là viennent? Ces sommes-là, en fait, il y a le don de votre mère puis le prêt. Donc, dépendamment si elle veut financer la totalité ou juste une partie, si on prend pour acquis qu'elle finance uniquement une partie, en fait, le don pourrait être fait personnellement à sa fille, sans règle d'attribution, étant donné que c'est pour un revenu actif. Le prêt peut être fait aussi sans intérêt, étant donné que c'est pour un revenu actif. Puis après ça, elle pourrait le mettre dans l'entreprise. Puis les autres formes de prêt, par exemple, ça pourrait être dépendamment si elle a la liquidité, elle peut les injecter ou réhypothéquer d'autres sommes. Si par exemple elle réhypothèque sa maison, elle pourrait même déduire les intérêts qui servent à payer ce placement. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Concernant le don, est-ce qu'on le fait au palier particulier à particulier ou c'est GESCO qui ferait un prêt au particulier à ce moment-là? En parlant de la compagnie de gestion Catalina, évidemment. OK, c'est la compagnie. C'est certain que ça pourrait être entre les compagnies, puis étant donné que ça va être pour générer un revenu actif aussi, c'est certain que ça manque de charger des intérêts, donc on peut mettre des intérêts au trop prescrit, ça serait l'idéal en fait. Puis ça peut être entre les sociétés sans problème. Si on retourne à vos acétates au début, l'imposition du gain en capital est mis à 100%. Vous êtes sûr au niveau de l'inclusion? À 40 c'est ça, celui où on calcule ton gain capital imposable mis à 100%, vous êtes sûr de cette année? Ah, voyez-vous, c'est une coquille en fait. C'est quoi l'inclusion? Pardon? C'est quoi ton inclusion? C'est à 50% pour la société. Et ça, c'est à 47%, donc le taux maximum quand même pour la société. Ouais, fiducie, vous faites une fiducie familiale discrétionnaire, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement. Transaction. Puis, l'autre petit point que je voulais juste regarder avec vous, c'est carrément au début, quand vous faites la question, la étape de l'acquisition de PFM, l'étape de purification, pouvez-vous juste me répéter les étapes en ordre pour les faites? Donc, l'étape numéro 1, c'est que M. McShane va rouler 94% de ses actions dans une société de gestion. Ouais. Puis, lui va posséder le dernier 7% pour bénéficier de sa déduction pour gain capital. Okay. Par la suite, PFM va rouler avec le même paragraphe le placement en fait pour purifier.
Puis ensuite, ils vont se racheter. C'est certain qu'il va rester encore le 94%, mais ça, c'est pour en faire reporter le gain capital sur les actions lorsque vous-même allez les acheter à M. Méchain. Dans le montage, où est-ce qu'on implique Jesse, puis on voit la fiducie avec la compagnie de gestion, juste pour bien comprendre le sens des flèches, est-ce que c'est la compagnie de gestion qui est actionnaire de PFM, ou si c'est l'inverse? En fait, la compagnie de gestion, les actionnaires de PFM, ça va être Gestion Méchain, la fiducie et Gestion J. Quelles actions Gestion J va avoir? Dépendamment, nous, ici, sur le plan fiscal, on a mis uniquement les actions qui prennent la plus-value et les dividendes. Les actions avec droit de vote pourraient être une catégorie à part, ça serait plus du point de vue légal pour ça. Mais nous, ici, on a mis des actions qui donneraient, par exemple, droit aux dividendes, puis la plus-value pourrait être uniquement à la fiducie pour multiplier la déduction pour gain capital. Un autre point concernant M. Méchain, il veut garder 10 %. Est-ce qu'on est mieux d'y aller un tout petit peu en bas de 10 % ou un petit peu plus que 10 %? Y a-t-il quelque chose où c'est 10 puis il n'y a pas vraiment de loi autour du fameux 10? Bien, c'est certain que la règle pour en faire une société, une SEPE, ou sinon, s'il veut lui ensuite emprunter de l'argent, il tomberait en bas du 10 % pour faire une avance, par exemple, pour une maison, une voiture. Il y aurait plusieurs avantages, mais 10, en fait, c'est la limite pour bénéficier de la plupart des avantages prévus dans la loi. C'est-à-dire? Comme je dis, le prêt, aussi pour la SEPE, pour en faire le choix d'être associé aussi. Donc, en faisant ça, il éviterait ça. C'est pas une compagnie de gestion, donc il n'aurait pas le droit au plafond des affaires. Puis, en plus, il va bientôt atteindre un capital imposable de 10 à 15 millions. Donc, c'est un concept, bientôt, il va la perdre de toute façon. Mais le 10 % en fait, permet justement qu'il ne soit pas associé du tout. Malgré ça, c'est pour le 236.2 aussi. Là. C'est certain que, du point de vue de l'association, ils ne le seraient pas, vu qu'ils ne sont pas liés, puis que c'est moins de 50 %. Mais ils vont être attachés. Ça, oui. Exact. Pas des questions pièges en passant, c'est vraiment pour taguer des points de plus. Du point de vue du financement, vous avez du financement d'acquisition, clairement, le Jesse pourrait investir en actions à l'intérieur, à partir finalement de la société de gestion, on investirait en actions dans la société de gestion de la fille. Puis vous m'avez dit que vous pourriez faire le choix de 256.2 de façon à les désassocier. En réalité, ce que je voulais dire, c'est que la compagnie de la mère, en réalité, la compagnie, c'est ça, de la mère, pourrait racheter des actions directement de la compagnie opérante et non de la gestion de la fille. Donc, des actions de PFM. L'article 256.2, en réalité, permettrait de dissocier PFM de la compagnie de la mère. Donc, en faisant ce choix-là, ces deux compagnies-là ne seraient pas associées, puis il n'y aurait pas de partage du plafond des affaires. C'est certain que la société qui ferait ce choix-là perdrait son droit d'utiliser la perte déductible au titre de placement d'entreprise, mais ça ne semble pas problématique vu que ça a l'air de faire majeur.